Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, je tenais au cœur de vous présenter comment financer son projet d'innovation via l'éco-conception. Donc, en fait, avec la relance suite à cette crise sanitaire, qui s'appelle France Relance, le gouvernement, effectivement, a pris comme objectif stratégique de faire la transition écologique comme marqueur de différenciation et comme possibilité et axe de relance. Donc, il a mis 100 milliards pour bâtir la France de 2030. Et sur les 100 milliards, on a 30 milliards pour la transition écologique. Sur les 30 milliards, il y a 70 millions qui sont consacrés à l'aide de l'éco-conception. On va maintenant regarder un petit peu, je vais essayer de creuser, ou plutôt donner des notions d'éco-conception pour bâtir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'éco-conception. Et pour commencer, je vais vous demander de donner pour vous, en 2 ou 3 mots, qu'est-ce que c'est pour vous l'éco-conception. Nous avons environnement, cycle, produit, réduire l'impact environnemental, concevoir autrement, éco-conception, repenser une filière activée avec plus de vertus. Éco, économie, écologie, conception, conception de produits. Ah, mais déjà pas mal. Bien, merci beaucoup. Et pour rebondir avec tout ce que vous avez annoncé, j'ai pris la définition de la norme ISO 14006 sur l'éco-conception. Donc, je vais la lire. Donc, c'est approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou service. Voilà. Alors, dans l'éco-conception, ça concerne donc aussi bien des améliorations que de l'innovation, on va dire, produit ou système, en tout cas l'innovation système. Donc ça va de amélioration à innovation, ça va de produit à service. Il est bien, pour moi, c'est important de distinguer la différence entre produit et service. Donc, entre produit et service, on a pour le produit donc, du bien matériel par rapport à des actions intangibles pour le service. On a du stockage ou de la durée de vie pour les produits. On a plutôt de temporaire ou des moments pour le service. On a des fonctions quantifiables pour les produits. On a des satisfactions qualifiables pour les services. On a pour les produits transportables ou pour les services un lieu donné. Un seul bien matériel pour l'usage et pour les produits et pour les services, c'est nécessité de plusieurs biens matériels pour le service. Ouais. Voilà à peu près la différence entre produits et pour distinguer produits et services. Et des fois, ce n'est pas forcément évident d'avoir ou un produit ou un service. Des fois, on a un mix. Si on prend la nourriture, là, c'est bien un produit et il est quantifiable. Et si ce produit-là, on fait un plat préparé, eh bien, on rajoute, on voit sur, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais on voit une partie jaune qui correspond à l'élément intangible pour préparer le plat. Si derrière ce plat, il rentre dans un restaurant rapide, on augmente la partie service. Si c'est une restauration classique ou gastronomique, là, la partie service monte encore un peu plus. Ouais. Donc, on peut se retrouver, c'est là j'ai pris l'exemple de la nourriture, avec différentes proportions entre produits et services. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont arrivées. Alors, sur l'aspect, donc on a vu que l'éco-conception, c'était d'essayer de concevoir
et d'analyser cette conception par rapport à l'impact environnemental sur différents cycles de vie d'un produit. Donc, pour un produit ou d'un service. Alors, pour un produit, on a 5 étapes. La première étape qui est l'extraction de matières premières et énergie. On a la fabrication, on a le transport, la phase d'usage et le tri ou la fin de vie. Voilà. Et donc, effectivement, au niveau de la conception, il faudra réfléchir au niveau de la conception de notre produit à ces 5 étapes-là pour savoir où on peut améliorer l'impact sur l'environnement. Et j'ai trouvé important de faire aussi le cycle de vie d'un service. Puisqu'un service, on a on peut faire le parallèle, mais c'est quand même un peu particulier. Et là, on a 6 étapes sur le service, mais on peut regrouper les trucs. Et on va dire que pour le service, il y a une première étape qui est de définir, on va dire, les outils qu'on va avoir besoin pour faire le service, les outils en termes d'investissement. Donc, il faudra acquérir on a peut-être besoin de camionnettes ou d'ordinateurs, de bases de données, de logiciels. Donc, ça, c'est l'acquisition de cette première étape qui correspond on va dire, aux matières premières. C'est qu'est-ce qu'on a besoin comme outil. Après, on a une étape qui est de promouvoir, de faire des prospections, de promouvoir les mises en relation avec la personne qui a besoin de ce service. Après, on a une étape qui est l'acquisition des consommables. Et parce que pour rendre ce service, pour alimenter nos machines, ça peut être du papier, ça peut être des stylos, tout ce qui est consommable. Après, il va falloir réfléchir à cette espèce de transport, à la logistique pour amener la prestation, faire la prestation. Et après, on a une dernière étape qui est d'entretenir le matériel on va dire d'amortissement, d'investissement, et également de s'occuper de la fin de vie des consommables. Voilà à peu près le cycle de vie d'un service. Alors, tout le reste de la présentation, je vais m'appuyer sur le cycle de vie d'un produit. Mais on pourra à chaque fois faire l'équivalence sur ce cycle de vie de service. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions de les poser dans le chat. Et j'essaierai de répondre dans les différentes phases de la présentation. Alors là, on a parlé de cycle de vie et on les retrouve en bas. Hein. Donc, je répète, l'extraction de matières premières, la fabrication, le transport, l'usage et le tri de fin de vie. Et puis, on a un autre axe qui est de classifier on va dire, les types d'impact qu'on a sur l'environnement. Alors, on a des types d'impact de toxicité, d'ozone, de consommation de ressources rares, de consommation d'énergie non renouvelable, des effets de serre, d'écotoxicité et d'acidification. Alors, l'écotoxicité, je fais un zoom là-dessus parce que au début, moi, je me demandais ce que c'était. C'est en fait, c'est quand on introduit un produit, on va dire, industriel dans un écosystème, dans un environnement naturel. C'est l'impact d'une activité industrielle ou d'un produit qu'on a fabriqué par rapport à un milieu naturel. Voilà, donc effectivement, il y aura quelque chose d'important lorsqu'on fait cette éco-conception, c'est de choisir l'axe stratégique. Et si l'axe stratégique, c'est d'analyser les impacts de ces différentes catégories, ben, ce sera une grosse machine à mettre en œuvre, mais en général, on peut sélectionner 2 ou 3 en fonction du produit ou du service qu'on a et du marché, de la concurrence. On va sélectionner, on va dire, 2 ou 3 catégories qui seront les plus impactants par rapport à notre business. Également, donc, là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un aspect cycle de vie, un aspect niveau catégorie d'impact sur chaque cycle de vie qu'il faut étudier. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'une vision système, et on a besoin d'outils
qui vont nous permettre de pouvoir nous aider à faire des choix de conception. Avec différents... Alors, dans les nombreux outils qu'on a, il y a, on va dire, des outils qui vont permettre de nous aider à l'amélioration par rapport à l'objectif d'impact sur l'environnement. Et puis, il y a des outils qui vont nous permettre de donner un indicateur. Alors, les outils avec un indicateur, ça va permettre de qualifier, de faire des différences entre notre produit N-1 et notre produit N+1. Et aussi, ça va nous permettre aussi de faire de la communication auprès de nos clients pour dire, ben voilà, moi j'ai fait un produit éco-conçu et voilà les indicateurs, l'évaluation de mon produit par rapport aux autres, à la concurrence. Donc, en fait, on a à peu près 2 axes de produits, d'outils. On a des outils qui vont nous aider à nous guider pour faire des choix et des outils qui vont nous permettre de faire des évaluations. Et les deux sont importants et ça dépend derrière ce qu'on veut faire après avec pour la façon de communiquer à nos clients en interne. Là, c'est un exemple de résultat d'un outil avec l'ACV où bon, c'est peut-être l'esprit qu'on ne lit pas trop à l'intérieur des affiches, mais l'idée, c'est bon, là, on a comparé des grille-pains. En bas à gauche, c'est l'outil qui va nous permettre de faire l'analyse de cycle de vie. Et cet outil-là va nous sortir, en fait, sur les différentes étapes de cycle de vie du produit, une cotation en fonction de la nomenclature du produit. Alors, on va avoir un chiffre, et on peut comparer, si on veut comparer deux versions de grille-pain, et à partir de là, de cette grille-là, on peut sortir des graphes qui vont nous dire, ben, tiens, avec le nouveau grille-pain, on a pu économiser au niveau des matières premières, on a pu économiser sur notre fabrication, on n'a pas trop gagné sur le transport. En usage, ben, on a gagné, ça c'est peut-être une condition. Et en fin de vie, bon, pour l'instant c'est faible, on ne s'est pas trop penché. Voilà un exemple, on va dire, d'indicateur et de la façon de communiquer sur les cycles, là par rapport au cycle de vie du produit. Regarde s'il y a des questions. Alors, effectivement, l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. Je ne sais pas si je l'ai marqué. C'est une bonne question. Voilà, à peu près les outils qui vont nous appuyer à la démarche. Après, ce qui est important dans la démarche, ça va être des aspects de travail. Il va y avoir un travail d'équipe pour intégrer, en fait, comme cette étude de conception, comme elle intervient dans chaque cycle de vie du produit, ça intervient aussi à chaque service ou chaque équipe différente, en fabrication, en après-vente, en vente aussi, en marketing. Donc, ça va demander pour construire ce produit éco-conçu, va nous demander un travail d'équipe. Donc, il va y avoir un travail d'équipe important à intégrer. Et ça va aussi également permettre de trouver des façons de travailler ensemble différemment grâce à des items ou à des valeurs qui peuvent être plus communs. Il y a aussi des démarches d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on ne va pas de suite, on va dire, arriver à un produit conçu parfait, mais on va le faire petit à petit. On va dire, tiens, ben, on va prendre peut-être une catégorie d'impact qui est l'effet de serre. Et là, on va travailler sur tout ce qui est consommation, réduction de consommation d'énergie, aussi bien lorsqu'on extrait les matières premières, lorsqu'on le fabrique ou lorsqu'on l'utilise, voilà. Ou même voir lorsqu'on a besoin de faire du recyclage. Voilà. Et ça, ben, c'est une étape. Et après, l'étape suivante, ça sera sur plutôt comment réduire les coûts, les impacts sur la toxicité, donc sur les matériaux. Voilà. Donc ça, c'est les aspects d'amélioration continue. David me pose la question, est-ce que la réparabilité est une composante de l'éco-conception? Alors oui, effectivement, la réparabilité permet effectivement de travailler sur la phase de fin de vie et du tri, et permet d'activer
tout ce qui est économie circulaire. On va le voir juste après. Alors là, c'est également, il y a besoin de trouver l'équilibre entre les contraintes, on va dire, de performance du produit, de qualité, de contraintes de prix du produit, par rapport à cette démarche d'impact sur l'environnement. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Il ne faut pas mettre tout à droite ou tout à gauche. Voilà. Chaque fois qu'on va faire une étape, il faudra prendre en compte cet équilibre. Après, il y a le bon sens. Et là aussi, le bon sens, c'est de trouver des solutions qui sont peut-être, et ça rejoint le petit pas, des solutions qui sont concrètes et qui vont nous amener à un point, et après, on fera l'autre point, etc. Et dans le bon sens, c'est aussi trouver des solutions qui sont pas forcément les plus compliquées, mais qui sont aussi assez simples à appliquer, hein, et même si on fait qu'un petit pas. L'important, c'est de marcher, pas forcément de courir. Et après, il faut éviter les effets de transfert d'impact. C'est-à-dire que si on se dit, tiens, on a économisé l'impact au niveau fabrication, et qu'au niveau utilisation, ou au niveau recyclage, plutôt, c'est dégradé, on ne va pas forcément gagner dans l'équilibre et dans le gain de l'éco-conception. Et il faut effectivement le fait de travailler sur la dernière étape du cycle de vie, qui est comment on trie et comment on gère ces fins de vie. On vient à dire comment on récupère les déchets et comment ces déchets-là, on peut les remettre en ressources dans notre cycle de vie. Voilà. C'était pour illustrer la question de David. Alors, on va passer à un sondage qui est pour le lodging, quelle étape de cycle de vie est la plus impactante? L'ensemble des participants. Alors, on a 75%, c'est la fabrication de l'enquête, et 25%, c'est l'usage. Merci de cette participation. Alors, le résultat, c'est de l'utilisation. Et en fait, moi aussi, hein, j'avais mis fabrication quand j'avais répondu à ce sondage. En fait, lorsqu'on dit que l'unité de fonctionnelle, c'est porter un jean un jour, quand on regarde sur ce cycle-là, sur cette façon de un jour porter on va avoir un pourcentage de lavage du jean qui va être plus important que on a fabriqué le jean une fois. Effectivement, David fait la remarque et dit là jamais mes jeans, et là effectivement ça fait que peut-être ces 40% sur l'utilisation est beaucoup moins importante, mais peut-être que aussi David n'est pas forcément le cas majoritaire des personnes qui ne lavent jamais son jean. Voilà. Mais c'est un bon effort pour la planète. Après, je ne sais pas, pour l'environnement, la qualité de l'environnement, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Il n'y a pas que aussi les conceptions de la vie, il y a aussi les relations humaines avec les autres. Voilà. En tout cas, merci David pour ton humour. Voilà. Bien, donc un autre exemple, si on compare, on va dire, un véhicule thermique à un véhicule hybride. Et là, par rapport au cycle de vie du produit, effectivement, l'impact sur le cas d'usage, le cas d'utilisation de véhicule, on va vraiment faire un progrès. Par contre, en termes de matières premières, où il va falloir, pour la voiture hybride, obtenir des batteries avec des éléments comme le lithium, qui sont peut-être des éléments de plus en plus, on va dire, difficiles à extraire et polluantes, où il y a aussi la matière première n'est pas non plus infinie.
On a la fabrication, comme on rajoute, finalement, comme c'est un moteur hybride, c'est-à-dire qu'on a le moteur thermique et le moteur électrique à mettre, donc en fabrication, ça demande plus d'efforts. Et en fin de vie aussi, aujourd'hui, on n'a pas forcément encore tous les moyens pour bien recycler nos batteries. Comme il y a plus de composants aussi, mais le recyclage est plus important. On a également des comparaisons entre les solutions au niveau, donc on a vu sur les axes stratégiques, donc les différentes catégories d'impact sur l'environnement. Là, c'est pareil, forcément sur l'effet de serre et la consommation d'énergie renouvelable, là, on a fait un progrès sur cet impact. Par contre, on a dégradé l'acidification, on a dégradé la consommation des ressources rares et la toxicité. Bon, l'exotoxicité, c'est en comparaison, c'est identique. Hein, c'est-à-dire que lorsque on se balade en voiture en forêt, c'est à peu près la même impact sur l'environnement de l'écosystème naturel. Voilà les exemples par rapport aux voitures. Je donne un autre exemple sur les fauteuils, où là, un fauteuil en 98 par rapport à un fauteuil en 2004, où on a travaillé, où le constructeur a travaillé sur les matériaux, sur le nombre de composants, à réduire le nombre de composants. Il a réduit aussi le poids du siège, donc pour le transport. Et il a réduit son volume d'emballage, donc la façon peut-être de démonter dans la boîte le siège. Et également, il a travaillé sur la durée de vie, où on peut en fait démonter les garnitures pour les laver. Donc il a travaillé sur ces cycles-là. C'est un autre exemple concret de comment on peut intervenir sur notre cycle de vie, notre produit et notre éco-conception. Pour les bouteilles, pour tout ce qui est jus de fruits, on a des contenants comme des verres, le plastique ou le Tetra Pak. Et ça, quel est le plus impactant? Alors, attendez, là, c'est un contre-exemple. Donc, en fait, grâce à la RSCV, on a en fait deux résultats. Et en fait, sur le graphe de gauche, on a en rouge, c'est les bouteilles en verre. On voit que le verre est moins impactant par rapport à tout ce qui est acidification, donc tout ce qui est catégorie d'impact sur l'environnement. Et à droite, on est à peu près pareil, mais si on regarde le vert, c'est le vert qui est le plus impactant. Et en fait, ces deux études montrent que lorsqu'on fait des études ACV, il faut faire vachement attention. Donc, à l'unité de fonctionnelle et au scope qui est pris. Et à droite, ce qui est pris, il a été pris aussi le recyclage du verre avec ou le fait que le process de recyclage pollue, on demande des ressources, etc. Donc, ça, en fait, ça tout dépend comment. Après, là aussi, on pourrait mettre d'autres. Il faut faire attention, par exemple, le verre par rapport au plastique, ou le verre pour la santé est quand même moins nocif que le plastique. Donc, il y a plein d'autres éléments. Donc, dans sa façon de communiquer sur l'éco-conception, il faudra aussi être clair sur c'est quoi l'unité fonctionnelle qu'on a choisie, quel est le scope, et de comparer avec les autres produits. Après, on a différents niveaux d'éco-conception. Ça va de l'éco-conception à l'éco-innovation. C'est ce qu'on a vu en début de slide, ou l'amélioration du produit, ça c'est le niveau 1. La reconception du produit, c'est niveau 2. Le niveau innovation d'une fonction, et là c'est innovation système. On a 4 niveaux donc d'éco-conception. J'accélère un peu. En termes de communication, on a aussi plusieurs façons de communiquer. On peut communiquer avec l'autodéclaration sur, on va dire, un critère. Et là, c'est notre propre jugement. On a des communications basées sur des labels, des écolabels ou des normes françaises d'environnement, où là, on a une certification, il y a un organisme externe qui vient donner son aval, et ça rentre, soit il juge sur dossier,
Et là, il y a des multicritères au niveau des catégories d'impact. Et là, il faut faire une analyse du cycle de vie. Et là, le troisième façon de communiquer, qui est l'éco-profil, où là, il y a une certification et un audit. Voilà. Et il faut faire un ACV, donc une analyse de cycle de vie, qui soit conforme à la norme ISO 14040 ou 44. Voilà les différentes façons de valoriser son positionnement. Là, c'est totalement gratuit sur l'auto-déclaration. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette notion d'éco-conception? Un, c'est une approche produit ou service sur une réflexion d'un cycle de vie avec une vision globale multicritère. Et il y a deux trucs qu'il faut faire attention, c'est donc au transfert et il faut aussi une approche de compromis. Voilà, cette partie de notion d'éco-conception, j'espère que j'ai été clair. Voilà, en tout cas, vous pouvez toujours venir prendre rendez-vous avec moi pour qu'on creuse un peu cette notion. Et quels sont les avantages de l'éco-conception? Donc, les avantages de l'éco-conception, en fait, si l'angle d'attaque que j'ai du webinaire, c'est comment innover via l'éco-conception. Donc, on a un levier d'innovation avec l'éco-conception. Le fait de pouvoir réfléchir sur l'ensemble des cycles nous oblige à aller chercher des nouvelles technologies pour réduire cet impact sur l'environnement. Mais on a vu qu'il y avait d'autres moyens, on peut diminuer des coûts de revient ou diminuer des coûts d'utilisation. Ça nous permet de se différencier, de communiquer autrement avec nos clients, d'améliorer son image de marque, d'avoir des sentiments de participer au bien-être des êtres vivants. Et ça, c'est plutôt au niveau valeurs communes dans l'équipe ou avec les clients, donc au niveau de toutes les personnes qui interviennent autour de l'entreprise. Ça donne aussi de la motivation, de l'engagement à l'équipe. C'est aussi une façon de manager et d'organiser le travail différemment. Et c'est voilà à peu près tout l'ensemble. Et tout ça, en fait, mène vers on va dire, un développement durable. Et dans le développement durable, l'éco-conception se situe entre l'écologie et l'économie. Après, il y aura une autre action. C'est une façon de rentrer dans le développement durable pour après intégrer l'aspect sociétal. Alors, on a un troisième sondage. Et quelle est l'étape du cycle de vie qui assure la meilleure rentabilité en éco-conception? Alors, nous avons en termes, alors là c'est bien, c'est assez équilibré. On a 20% sur la fin de vie, on a 30% sur l'extraction de matières premières, 25% sur la fabrication et 25% sur l'usage. Alors, je dirais que c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux, parce que finalement, ça va dépendre de à quel moment, à quel lieu on veut, on va dire, quel cycle, à quelle étape on veut mettre cet effort sur la rentabilité. Mais en tout cas, en moyenne, sur les statistiques que les entreprises se sont engagées dans l'éco-conception, ça a été sur l'extraction, la première étape, l'extraction des matières premières. Après, il y a l'étape de fabrication. Effectivement, tout dépend de chaque étape. Après, il y a, c'est pour ça que pour répondre à David, le clé du succès, en fait, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est action sur les matières premières, la fabrication et le transport, les gains, ça sera pour l'entreprise. De ces gains-là, on va les orienter sur des baisses de coûts. Et là, c'est, enfin aussi, ça peut donner par rapport à une position de prix à la fin par rapport au marché. Mais en tout cas, c'est un gain pour l'entreprise. De premier ordre. Après, quand on va travailler sur l'économie, sur l'usage, là, ça va être plutôt un gain pour le client. Ou ça peut être un argument
pour vendre le produit un peu plus cher, parce qu'il coûte un peu plus cher pour obtenir ce gain au niveau d'usage. Et la fin de vie, et tout ce qui est tri, ça c'est un gain pour le recycleur. Et c'est là où ça peut ouvrir un business pour ouvrir des partenariats avec des personnes qui recyclent pour récupérer une partie de nos produits. Voilà. Ça ouvre aussi le business. Et voilà, la clé de succès, il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 3 domaines où on peut jouer. Après, si on regarde quelques constats, les motivations des entreprises, en premier lieu, c'est la conviction personnelle du dirigeant. Après, il y a l'anticipation des futurs règlements. Il y a des recherches de nouveaux marchés et il y a des recherches d'économie. Sur l'aspect aussi marge bénéficiaire, si l'entreprise qui a opté pour faire une recherche d'économie, on s'aperçoit qu'en moyenne, la marge est supérieure de 12% par rapport aux produits conventionnels. Et il y a d'autres retombées autres que financières, c'est l'amélioration de l'image ou de la notoriété. Il y a 86% d'entreprises qui ont dit qu'ils avaient eu cette amélioration-là. Il y a 41% qui ont eu une augmentation de la motivation et de la fierté des employés, 36% qui ont une meilleure relation avec les clients et 32% qui ont eu plus de capacité à développer des nouveaux produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir de cette stratégie d'entreprise clé? C'est avoir une communication appropriée grâce à un dirigeant moteur de la démarche, de bénéficier au-delà de l'aspect économique, de bénéfices de l'aspect économique et d'avoir un projet dimensionné en cohérence avec les objectifs et l'équipe. C'est l'éco-conception comme moteur de l'innovation. Et donc, moi, je suis parti de dire, tiens, l'innovation peut être aussi moteur de l'éco-conception. Alors, est-ce que dans les 12%, on inclut l'investissement? Ça, je ne sais pas. Je reviendrai vers toi sur cet aspect-là. Voilà. Je le mettrai quand je diffuserai les slides. Comment introduire l'éco-conception dans mon entreprise et son financement? Donc, dans la démarche, c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 étapes. Donc, A, c'est pour identifier les enjeux de l'entreprise et choisir les produits qui sont, ou les services qui sont les plus, on va dire, pertinents. Faire une évaluation environnementale de la situation, c'est-à-dire faire une photo de départ, ça c'est le B. C, c'est faire des recherches de pistes d'éco-conception. Après, décider qu'est-ce qu'on retient dans ces pistes-là, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. C'est mettre en œuvre l'éco-conception, et là, de repasser sur une évaluation environnementale comparative par rapport à la situation de référence qui est en point B. Et une fois qu'on a fait ça, on met sur le marché et on communique. Et on dit à nos clients, à nos employés, à nos partenaires, à nos actionnaires, tout voilà ce qu'on a réussi à mettre en œuvre pour quel impact on a diminué pour ce nouveau produit. Alors, ce qu'il faut retenir, je viens de le dire, c'est effectivement c'est un choix produit et service, c'est une évaluation d'une situation de référence, c'est rechercher des solutions, c'est une validation des choix de conception dans une approche de compromis, c'est une création du produit ou service éco-conçu, et c'est une nouvelle évaluation environnementale produit et service comparative. C'est aussi une communication de l'environnement et de produits et de services. Pour ça, en fait, il y a des aides, principalement gérées par l'ADEME, et on a 2 niveaux d'aide qui sont pour faire un pré-diagnostic, c'est-à-dire regarder un petit peu les axes qui sont
engagés pour faire de l'éco-conception. Et il y a on va dire, c'est 80, j'ai oublié, c'est 80%, le plafond c'est 5 000 euros et la subvention c'est 80% de 5 000 euros. Après, on a un autre étage d'aide de l'ADEME qui correspond à, on va dire, à découper entre les phases A et B et CAF. Et A et B, c'est du diagnostic. Et CAF, c'est tout ce qui est mise en œuvre et investissement. Sur la phase diagnostic, là, on a un forfait de dépenses internes de 10 000 euros pour les entreprises et une subvention qui va de 70% à 50% pour plafonner à 50 euros en fonction de la taille de l'entreprise. 70 pour les TPE, PME et 50% c'est pour les grands groupes. Pareil pour la mise en œuvre où on a 20 000 euros de forfait des dépenses internes pour l'entreprise et un plafond de 100 000 euros allant de 70% à 50%. Et pour les investissements, qui sont là vraiment pour tout ce qui est notamment pour la fabrication et la commercialisation, où on va jusqu'à 200 000 euros en plafond, mais l'aide est plutôt de 55% à 35%. Voilà, je vous ai mis le lien sur l'ADEME là pour accéder à ces informations de subvention. Donc là, on voit que, bon, et ça peut répondre aussi, c'est que l'État, pour motiver les entreprises à aller dans cette voie d'éco-conception et de voir que ça marche, elle aide à la hauteur de 70% sur le coût de la mise en place et le coût du premier, on va dire, projet pilote pour réaliser cette première marche d'éco-conception. On atteint notre dernier sondage, qui est quel état de cycle de vie est le plus mis en œuvre dans les entreprises. Alors, nous avons toutes les réponses. Et là, on a 75% pour la fabrication et 25% pour la fin de vie. Et effectivement, la production est pas mal, mais la matière première arrive en tête. Voilà. Mais bon, production, moi j'aurais aussi répondu production. Et voilà, c'est... Alors, maintenant, voilà, là, on va dire, je viens de situer, de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception et comment on peut le mettre en œuvre. Et là, maintenant, ce que je propose, c'est, moi, ma proposition d'accompagnement pour réaliser l'éco-conception dans votre entreprise va consister à principalement à faire les étapes A et B, c'est-à-dire le diagnostic et déduire et avoir, on va dire, une première évaluation de sa démarche par rapport à l'éco-conception. Et ça se fait en 7 étapes où il y a une audit. On va faire après définir la stratégie environnementale ensemble. Il y a une partie 3 d'explication d'éco-conception aux équipes. Un brainstorming pour adapter, et c'est là que j'utilise l'intelligence collective, pour adapter les outils et le process on va dire à l'ADN et à la culture de l'entreprise. Faire une restitution du process à l'ensemble de l'entreprise et vous accompagner pour une première mise en place du nouveau processus. Et après, moi, je fais un accompagnement sur 6 mois pour répondre et regarder un petit peu ce qui peut coincer, puis quitte à ajuster aussi les processus. Donc ça, c'est un exemple de projet client que j'ai fait dans l'instrumentation industrielle dans le secteur énergétique, d'énergie, qui a été fait entre 2020 et 2021, au moment du Covid. Et première on va dire, retour, c'est que ça a permis
redynamiser les échanges entre les services, notamment entre la fabrication et le SAV. Et ça a permis je n'ai pas encore le retour du client sur le gain économique du produit. Il y a un coût qui a diminué de 15% c'était un capteur de température, et une amélioration de l'empreinte geste de 25%, notamment au niveau de la fabrication et de son utilisation. Voilà, donc le tarif pour cet accompagnement-là, je fais un audit qui est offert, et de l'étape de 2 à 7 va dépendre en fait de l'accord de l'ADEME, et on peut, en fonction de la façon dont on monte le dossier, le coût final pour l'entreprise correspond à 1 000 €. Voilà. Par exemple, si on s'arrête, on fait que du prix diagnostic, 5 000 €, 80%, il reste 1 000 € en charge d'entreprise. J'ai également, et ça, la partie à gauche, ça correspond à cette éco-génération, c'est l'accompagnement éco-génération, et j'interviens également sur les étapes de CAF, de ce qu'on a vu de l'introduction, et c'est plutôt la mise en œuvre et de l'étude et développement et de l'éco-conçu, de la communication, vous aider à communiquer et à faire des expertises. Tout ça, comme c'est très particulier, ça dépend de l'environnement. Sera sur devis. Voilà, donc à gauche, l'accompagnement, elle est, on va dire, en gros, elle revient à 1 000 € avec des accompagnements. À droite, il y a de l'accompagnement, mais ça va dépendre derrière de la grosseur de l'effort. L'accompagnement est plus sur la mise en œuvre, étude et le peu. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux ouvrir les micros ou répondre. Super, Bernard, merci. Merci beaucoup. Merci aux participants. Des questions. Peut-être que Maxence, on peut envoyer peut-être, je vais vous envoyer un lien sur prise de rendez-vous. Ça vous intéresse, cette première étape. Ah, oui, je peux débloquer. Bonjour Bernard. Bonjour David, tu veux la caméra? Tu veux aussi la caméra? Alors je ne dis pas là je suis pas en je suis en congé, alors je n'ai pas de caméra, je vais pas activer ma caméra, mais une petite question sur qu'est-ce qui inciterait une entreprise de basculer d'un mode finalement je vends et je fais en sorte que ça tienne pas trop longtemps pour pouvoir continuer à vendre, à un modèle où j'éco-conçois, je conçois de manière, je fais de l'éco-conception pour augmenter la durée de vie, voire faire une durée de vie quasiment limitée, et je passe sur de la revente de pièces détachées. Alors c'est applicable, je pense, plus à des, je pense, machines à laver, le linge, la vaisselle, enfin des objets un peu courants, peut-être pas l'informatique, parce qu'il y a aussi des évolutions permanentes en termes de technologie, même si mon ordi a presque 8 ans. Mais j'ai pu arriver à 8 ans en le faisant évoluer légèrement. Bon, c'est des évolutions qui sont pas... Enfin, voilà, qui sont un peu de la réparabilité et un peu de l'évolution. Mais du coup, est-ce que, voilà, comment... Parce que les grille-pains, bon, en gros, à part le design, ça reste toujours les mêmes, quoi. Ça grille toujours le pain. Ça peut griller aussi la résistance. Mais effectivement, sur ta question, je pense de toute manière, la première chose, ça passe par le besoin client. Et aujourd'hui, les clients, même si le prix est important, ils ont aussi, sur certains produits, ils ont envie d'avoir un produit qui dure. Et donc, ils ont aussi cette sensibilité de dire, tiens, je commence à
à m'inquiéter j'achète le produit, 2-3 ans qui est peut-être moins cher, et puis 2-3 ans après, je l'achète, je le jette. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a une pression des clients qui font qu'il y a cette sensibilité sur la durée de vie du produit. Et puis effectivement, ils sont aussi sensibles sur la partie économique. Et donc, dans l'économie, ça peut s'adresser à deux différents niveaux. C'est le prix d'achat et les prix d'utilisation. Et si je sais qu'à un moment donné, alors je crois que c'est SFR, ou la box de SFR, ils ont fait cette démarche d'éco-conception. Et après, ils ont mal communiqué. Mais en gros, ils arrivaient à diminuer, je crois que ça correspondait à 2 abonnements mensuels, le gain sur la consommation électrique. C'est-à-dire que tu pouvais gagner 2 mois d'abonnement Internet parce que consommais moins, ton appareil consommait moins d'électricité. Donc, c'était, tu vois, ça parle de suite. Donc, oui, je pense que le fait, et d'où maintenant sur les machines à laver, on a les classes A, B, C, D de consommation. Donc, on recherche le A, le A++, parce qu'on sait que également, il y a le prix d'achat et le prix de l'utilisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, David. Oui, merci. C'est super. Donc, on voit vraiment là, avec ton exemple SFR, il y a à la fois l'empreinte qu'on peut avoir et l'impact qu'on peut avoir réel. Et il y a aussi comment on valorise. On voit bien là l'exemple SFR, le fait de dire ça équivaut, ces améliorations équivalent à 2 abonnements mensuels. C'est très très parlant, c'est très illustratif, et du coup j'entends que s'il n'y a pas ce travail de fond fait avec du diagnostic et de l'évaluation des améliorations, du coup ça rend pas tangible en fait l'investissement d'une entreprise dans ses démarches d'éco-conception, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et d'où l'important de communiquer. Parce que l'exemple de SFR, c'est aussi un bon exemple, parce que au niveau marketing, en fait, au moment où ils ont lancé cette box éco-conçue, au même moment, Free a lancé sa box Révolution avec une grosse communication au niveau technologie. Et donc, voilà, ils sont. Donc, là aussi, il ne faut pas avoir peur de se dire, oui, on a une base technologique qui est performante et en plus, vous gagnez de l'argent. Ouais. Donc, la communication, c'est pas qu'un acte de. Ouais, j'entends, c'est pas qu'un acte de communication, c'est vraiment un acte qui contribue à la chaîne vertueuse. Oui. Voilà, d'embarquer les gens sur des usages plus vertueux en fait. Oui, et notamment donc ça c'est la partie visible du client, la partie qui est directement liée au client pour les box SFR, ils avaient aussi vous avez simplifié l'assemblage et le déassemblage du produit. Et donc, comme il y a des fois il y a des retours clients sur des produits grand public comme ça, ça leur permettait de réduire les coûts de SAV pour, on va dire, réparer les produits et les remettre en circulation. Donc là également, c'était un gain pour l'entreprise. Je pense que la réussite, c'est bien gagnant-gagnant. Le client gagne, que l'entreprise gagne. Aussi l'environnement et la façon de vivre l'environnement ensemble aussi. C'est dans la démarche. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation.